Salut Steph, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Salut Luc, je vais te présenter la manière dont j'ai transformé l'activité de mon équipe et ma démarche dans le but de cette transformation DevOps qu'on veut opérer chez nous. Donc la démarche a été de construire avec l'équipe l'inventaire dans un premier temps, notre horizon H1, donc qui correspond à ce qu'on fait aujourd'hui, l'ensemble de nos activités, nos différentes missions. Puis on s'est projeté dans ce que serait notre mission de demain, donc le H3, ce qui nous permet maintenant de travailler sur cette rupture, c'est-à-dire le chemin à parcourir pour nous emmener vers ces nouvelles missions. H1, H2, H3, ces acronymes, ça veut dire horizon 1, 2 et 3. Horizon 1, 2 et 3, effectivement. Ton horizon 1, c'est celui que tu fais aujourd'hui. Le 3, c'est celui dans lequel tu te projettes. Et le 2, c'est la transformation, le chemin entre les deux, c'est ça? C'est cette transformation-là, effectivement. Donc, notre premier atelier a permis d'identifier la liste de toutes les missions qui sont occupées par l'équipe. Donc nous, on est une équipe suivi de production, donc c'est principalement des missions de garant de production, de gestion d'incidents et ce genre d'activités. D'accord. Donc, j'ai pris chacune de ces activités, je les ai positionnées sur un écocycle. Donc l'écocycle permet en fait d'identifier les idées qu'on a, celles dans lesquelles on commence à investir, celles qui arrivent à maturité, et celles qui doivent disparaître pour donner lieu à de nouvelles idées. Des idées ou des activités en fait? Ici, j'ai utilisé l'écocycle sur nos activités. D'accord, ça c'est tes activités, ton portefeuille Voilà. d'activités aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'idées dans cette zone-là. Mhm. Donc on a positionné par exemple l'activité audit sur la Poverty Trap, parce que c'est justement resté qu'à l'état d'idée et on n'a pas investi suffisamment dedans pour que ça devienne une activité pérenne dans l'équipe. D'accord. On a d'autres activités, par exemple, comme la gestion des incidents niveau 1, qui sont en phase de disparaître, qui sont pour l'instant dans la rigidity trap parce que toute l'équipe n'a pas encore conscience ou n'a pas envie de lâcher cette activité-là. Donc on va travailler là-dessus. Et une autre activité qui disparaît et qui est en cours de disparaître, qui est l'activité d'héros des bonnes pratiques, qui s'est naturellement déportée dans d'autres équipes. D'accord. On a fait le même écocycle sur ce que seraient nos activités de demain. D'accord. Donc, on les a positionnées, effectivement, les activités qui sont complètement nouvelles, celles qui existent déjà ou qui ont un équivalent qui doit se modifier, se transformer. Tu dois développer. Effectivement. Celles qui correspondent à une activité qu'on occupe déjà, donc qui vont soit augmenter, soit diminuer pour celle-ci, voire complètement disparaître. D'accord. Ça, c'est ta vision aussi à terme. Hein. Ça, c'est la vision de notre activité de demain. C'est le H3. Donc ça m'a permis de définir effectivement les activités qui disparaissaient, qui se transformaient, ou les nouvelles, ou celles qui se réduisent, ou au contraire qui augmentent. Comment tu commandes ça? La grosse flèche et la petite flèche, donc, ça veut dire quoi? En fait, la partie gauche, c'est quand on part du présent vers le futur. Donc en fait, c'est une activité importante qui demain sera réduite. D'accord. La gestion des incidents de niveau 1, c'est une activité importante qui doit disparaître demain. D'accord. La gestion des incidents niveau 2, niveau 3, c'est une activité importante mais qui doit se transformer pour être faite autrement demain. D'accord. Et on a entre autres encore des activités qui, par exemple l'audit, j'en parlais tout à l'heure, qui doit complètement disparaître pour donner place à une nouvelle activité. D'accord.
on a notre activité d'outillage qui, elle, va se décupler, qui va devenir une priorité, qui ne l'est pas encore. Et on a d'autres activités qui naissent de rien. D'accord. Donc ça permet de refaire la même liste de nos activités de demain avec les icônes de différentes tailles selon que l'activité diminue, reste identique mais en transformant ce qu'il y a derrière, ou augmente par rapport à maintenant, ou se crée. Celle-là n'apparaissait pas tout à l'heure. Donc si je récap un peu ta vision, en fait, ce que tu vas faire à travers ça, c'est tu as analysé ton portefeuille d'activités d'aujourd'hui, tu les as mis sur un écocycle où tu t'es dit ça c'est mature, ça va disparaître, ça c'est encore naissant aujourd'hui. Tu as fait la même projection à terme, Voilà. en faisant aussi le deuil de ce qui devait être fait et des nouvelles qui apparaissaient. Et tu as synthétisé ça dans ton gap là, qui te permet de montrer ce qui va se transformer, mais aussi ce qui va naître, ce qui va apparaître. Donc on voit les ruptures ici là. Voilà. Pas simplement les évolutions, quoi. Effectivement. On voit effectivement aussi là où on va devoir mettre l'effort. Okay. Et les nouvelles trucs. Et une fois que tu as ta vision, qu'est-ce que tu fais? Alors maintenant que j'ai la vision, je poursuis les ateliers d'équipe justement pour projeter l'équipe dans cette démarche de rupture. Donc j'ai fait un premier atelier en 1, 2, 4 dans le but de penser la réorganisation de l'équipe. Si on voulait l'organiser en différents pôles selon nos nouvelles activités, comment l'équipe se projette là-dedans. D'accord. Donc là, en fait, après avoir défini les missions, tu regardes maintenant l'aspect organisationnel. Tu regardes l'aspect organisationnel après avoir défini la vision et la mission, quoi. Tout à fait. Okay. Alors, il y avait 2 intentions à cet atelier. C'était d'abord de dessiner un cadre de nos futures missions, ce qui pouvait, pour moi, donner lieu à un plan pour rédiger les fiches de poste, et également identifier le positionnement face à la transfo et le confort ou l'inconfort face à cette rupture de chaque membre de l'équipe. D'accord. Alors cette démarche a permis... Cette double intention de l'atelier m'a permis de positionner les membres de l'équipe sur la matrice de sociodynamique des acteurs. D'accord. Donc la sociodynamique, c'est en fait pour effectivement identifier le degré d'adhésion ou d'opposition à un projet, ainsi que le niveau d'implication de chaque personne. Donc ce que je dis là, c'est la synergie, c'est le niveau d'engagement, de motivation, enfin d'autonomie même vis-à-vis du projet. Tout à fait. Et l'antagonisme, c'est est-ce que je suis indifférent, voire j'ai des critiques même positives, voire ça va un peu plus loin et quelque part je résiste. Et les 2 axes vont me permettre de définir quoi? Alors les 2 axes vont me permettre en fait d'identifier les personnes qui sont dites dans le triangle d'or, ainsi que les personnes qui sont plutôt hésitantes. Et passives, ouais. Hésitantes et passives. Donc c'est en fait identifier ce qu'on appelle les champions, les early adopters, identifier ensuite le ventre mou de l'équipe, donc ceux qui ont besoin d'être peut-être tirés vers le haut. Ceux qu'on sait à 60% des gens, ouais. Voilà. Ouais. Et parmi ces gens-là, justement, identifier ceux qui vont pouvoir emmener le groupe. D'accord. Et à quoi ça te sert d'avoir cette cartographie? En fait, cette cartographie, ça me permet d'identifier les gens avec qui je vais pouvoir avancer par petits ateliers sur comment on arrive à cette rupture. Et ça t'amène à quoi de faire ça? Ça me permet... ça me permet d'avancer avec des gens qui ont le pouvoir de se projeter dans cette activité, d'emmener la grosse partie de l'équipe et aussi de ne pas être ralenti par les personnes en résistance. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu prends les engagés et les moteurs. Tout à fait. C'est sur eux que tu mets l'effort
en espérant que eux, les engagés, bougent les moteurs, qui bougent les hésitants, qui bougent les passifs. Tu ne perds pas ton temps à convaincre les opposants, voire les irréductibles. Et les passifs, bah, tu sais qu'ils ne vont pas bouger, ils vont juste bouger quand tout le monde bougera. C'est ça, les passifs suivront le mouvement. Voilà. Donc ça évite les pièges classiques de la participation, où on s'époumonne à vouloir entraîner tout le monde, ou au contraire donner une tribune aux opposants, et ça nous fatigue juste plus qu'autre chose, quoi. Tout à fait. Ok. Donc c'est un schéma d'efficacité dans une transfo. Voilà, propre à ce projet-là. D'accord. Donc, les étapes suivantes, ça correspond pour chacune de nos activités, et effectivement celle qu'on a identifiée en rupture, de faire l'exercice d'identifier les freins ainsi que les moteurs à cette transformation. Donc ce schéma permet de positionner chacune des activités. Donc ça c'est où tu es aujourd'hui, voilà. Ça c'est où tu vas demain, c'est là où je vais aller. Et ça c'est les trucs qui pourraient t'aider, et ça c'est les trucs qui pourraient te ralentir. Tout à fait. Okay. Donc le but c'est de les mettre en évidence, d'investir dans les moteurs et d'identifier les freins, leur origine et comment on peut... les actions à faire pour les lever. Voilà, les actions pour les faire disparaître. Super. Et ça évite la naïveté, c'est-à-dire il n'y a qu'un faucon et on avance comme s'il n'y avait pas de problème, quoi. Tout à fait. C'est les mettre en évidence pour comprendre comment les éviter. D'accord. Alors, comme on ne se transforme pas tout seul, effectivement, c'est un exercice que je fais en peering avec le manager d'une autre équipe qui est fortement liée à la mienne, ce qui permet entre autres d'identifier les activités qui sont à la frontière de nos deux équipes, qui sont en recouvrement, en adhérence, et aussi d'identifier justement les angles morts de notre vision. Grâce à cet exercice, on a pu identifier que cette intention autour de la sûreté de fonctionnement et ce qui remplace l'audit, en fait, avait plusieurs sous-activités et qui étaient réparties dans nos deux équipes. D'accord. Donc on assiste à une modification implicite des frontières organisationnelles. Tout à fait. Sauf que tu t'en rends compte dans ta session de post-it 2 ans avant que ça arrive pour de vrai, quoi. Voilà. C'est anticipé, c'est vu. Et donc les gens ont le temps de s'habituer et pas être brutalement confrontés au truc. Tout à fait. Ou de le découvrir a posteriori. Ouais, okay. Une autre session a permis d'identifier, ce que je disais précédemment, les angles morts également. Sur des activités qui sont vues, où chacune des deux équipes n'est pas dans l'intention de la poursuivre, et donc ça doit continuer à être fait. Donc, pour que ce soit encore fait, c'est que ça doit être fait autrement. Et donc on a imaginé différents chemins qui vont forcément vers de l'automatisation, mais différents chemins pour y arriver. On a également identifié des intentions de nouvelles missions qu'on avait vues au sein de l'équipe, qui, en échangeant avec l'autre équipe, ne fait pas forcément sens dans la nôtre. Ça permet de voir cet angle mort-là et de se dire, bah, en fait, cette intention de transformer cette ancienne activité chez nous vers celle-là, c'est peut-être nous, ce qu'on avait identifié comme du H3, mais globalement du H2. C'est peut-être une rupture avant de pouvoir effectivement lâcher complètement cette activité et la transmettre. Donc tu définis en fait une forme de transition, c'est-à-dire que ça, on va se rendre compte au dernier moment qu'il faut monter en compétence l'autre équipe et qu'il y a une responsabilité qui était chez toi se déplace. Et que du coup, il y a un transfert de compétences, il y aura une transformation de compétences en face à faire, quoi. C'est tout à fait. Et ça se fait dans la bonne humeur plutôt que dans le c'est pas moi, c'est toi ou le trou dans la raquette. Tout à fait. C'est fait en entière collaboration et sans guerre de territoire ou de chasse gardée. Super. Et ça t'a amené quoi de faire tout ça ? Ça m'a amené déjà de la clarté. De la clarté pour moi, de la clarté à transmettre à l'équipe. Ouais. Ce qui permet justement de pouvoir emmener l'équipe et pas de les perdre en pleine mer. Ça m'a permis justement d'avoir un point à l'horizon à suivre, voir comment le suivre, me rendre compte qu'il y a plusieurs chemins pour y arriver et que parfois c'est pas forcément le premier qu'on a pris qui est le bon. On peut corriger la trajectoire en cours de route. Et aussi
montrer que toute cette transformation-là se fait à l'échelle de chacun, mais aussi ensemble. D'accord. Et ça s'est fait facilement avec ton équipe et la personne de l'autre équipe, l'autre chef, hein? En fait, là, ça paraît simple, résumé comme ça, mais il y a déjà quasiment 1 an de travail de transformation de moi-même, de l'équipe, des nouvelles pratiques que j'ai amenées dans l'équipe, et un travail de peering régulier qui est fait avec l'autre manager qui a également fait un travail sur lui, sur son équipe, pour avancer là-dedans. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Merci de ce partage. Merci à toi. Salut.